Voilà, alors, il s'agit effectivement de donner un peu une suite à ce que nous avions déjà fait l'an dernier avec Fred, une réflexion sur la phrase de Rimbaud « Je est un autre », et de la prolonger dans une autre perspective, qui est celle de la relation à l'intérieur avec les autres, à l'intérieur de la société. Et donc là, ça concerne aussi notre vécu en tant que citoyen. Et en même temps, une manière de voir comment un seul terme, celui de sujet, peut recouvrir des sens assez différents, assez opposés même, de même que l'autre. Voilà. Alors, on va essayer de jongler avec ces deux mots qui orientent sur des concepts parfois différents, mais qui sont en même temps très riches dans leur signification. Donc, voilà, chez Rimbaud, donc l'an dernier, ce que nous avions fait apparaître, c'était que derrière la notion de jeu, on peut entendre quelque chose d'assez compact, qui est le moi, qui est peut-être le moi des philosophes, je dirais, à partir duquel une connaissance peut s'édifier. Donc renforcer le moi, c'est se conforter, c'est aller au-delà de soi-même et être présent aux autres dans une relation d'action, de connaissance, etc. En faisant éclater ce moi par la simple phrase « je est un autre », il y a une suspicion, il y a quelque chose qui apparaît comme une fêlure peut-être à l'intérieur du moi. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on va essayer d'avancer. Comment finalement, après Rimbaud, Freud donc va pouvoir, par la découverte de l'inconscient, développer ce caractère de l'autre en moi. Voilà. Je vais parler ensuite du désordre de la pensée, mais peut-être que Fred aurait un petit mot à nous dire sur cette question du moi et du sujet. Oui, effectivement. Alors, si souvent je ne réponds pas directement à tes questions, en y répondant de façon un peu biaisée, j'espère quand même qu'on se rencontre comme si souvent. Effectivement, Joe a ouvert un véritable thème inédit de recherche pour le CEPA, le Centre européen de psychologie clinique et de psychanalyse, pour lequel nous travaillons. Et la question de la primauté de l'autre, semblait être une question assez connue en psychanalyse et relativement épuisée, un peu comme la gravité en physique expérimentale. Or, à la lecture des textes de Joe et après nos discussions, je me suis aperçu qu'il n'en est rien, qu'on est au tout début en fait de cette découverte de l'importance de l'autre et non pas seulement dans sa relation de verticalité, c'est-à-dire l'autre maternel, paternel, mais aussi sur un plan plus horizontal, les frères semblables. C'est ça que Joe a pointé, et c'est là-dessus où je me permettrai de critiquer un tout petit peu mes pères spirituels, Freud et Lacan, qui se sont quand même beaucoup plus basés sur les rapports verticaux. Pardon. Et, ensuite, il y a une démarche extrêmement intéressante sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan de l'engagement, je dirais, politique, dans le bon sens, le sens étymologique du terme, vivre avec l'autre dans la cité, dont Jean va nous parler, je pense. On va essayer de suivre quand même le plan, le tracé que je vous ai proposé pour l'affiche, là, et pour ce travail. Le premier point, donc, on reprend sur Rimbaud et le désordre de la pensée, et premier point, la logique du désir. Donc, le désordre de la pensée, c'est Rimbaud qui nous l'annonce, être dans le
dérèglement de tous les sens, et ce dérèglement de tous les sens pour aller à la recherche d'une certaine vérité, hein, d'une authenticité même, je pourrais dire, c'est ce qui apparaît dans la lettre du voyant notamment. Donc, par un immense et raisonné dérèglement de tous les sens, en fait, on bouleverse une façon de penser. Non seulement on bouleverse notre aptitude à créer, hein, notre capacité à utiliser nos sens, et ça concerne effectivement surtout les artistes, mais en même temps, il se développe comme une déconnexion par rapport à notre logique de la vie, hein, et l'artiste, le poète ou le peintre, eh bien, ils ont un autre schéma de fonctionnement, peut-être, hein, que celui qui nous amène, disons, celui de la pensée cartésienne, pour faire un peu court. Donc, la logique du désir, en fait, c'est celle qui va apparaître dans cet autre du jeu, qui est énoncé dans « je est un autre ». Cet autre, il est interne, il est intérieur, hein, c'est celui des désirs, en fait. C'est celui des pulsions, hein, qui va pouvoir passer, s'exprimer en deçà du discours ou à travers le discours. Et donc, cette fêlure à travers le moi permet de libérer ce qui est le plus profond en nous et qui est précisément la part du désir. Alors, on sait que, confronté à la vie sociale, ce sujet qui est masqué en grande partie par le moi dans le relationnel avec les autres, hein, c'est-à-dire grâce d'ailleurs à la force du surmoi qui est là pour tempérer nos pulsions, hein, le surmoi étant justement là pour guider aussi, pour construire à la fois une pensée morale, une pensée civique. Hein. Et donc, le sujet qui surgit à travers cette conscience, il est en train de la fissurer, il est en train de lui donner aussi son ouverture. On va retrouver ça d'ailleurs avec les surréalistes, hein, qui vont puiser chez Lautréamont, chez Apollinaire et Rimbaud, toute une matière, hein, pour précisément faire voler en éclat cette logique en apportant ce que j'appelle la logique du désir. Un petit mot là-dessus ou je continue? Bien sûr. Alors, autre chose qui vient compléter ceci, c'est que depuis aussi, on s'est rendu compte que en dehors de cet autre qui est en nous, l'autre, c'est aussi celui avec qui je suis confronté. C'est celui avec qui je communique, avec qui je relationne. Et donc, on sait, par les pédagogues, par un tas de recherches, hein, que celui qui est face à moi, enfin, notre culture, en fait, nous l'acquérons toujours par les autres. Hein, toujours par les autres. Et, bon, ce que j'ai essayé de creuser avec Fred, c'était que, finalement, là, on s'était arrêté là l'an dernier, hein, sur Rimbaud. On s'était arrêté à ce point, dire que l'autre, il est aussi un sujet. Donc, être sujet avec son grand autre en deçà et avec l'autre juste devant moi. Et cet autre juste devant moi, eh bien, évidemment, c'est très simple d'imaginer qu'il est lui aussi un sujet. Et qu'en ce sujet, il est aussi un autre. Et donc, on voit la complexité du relationnel entre les gens au niveau des contacts sociaux, au niveau des contacts amoureux, au niveau des contacts conflictuels. Il y a toujours cet engagement de l'inconscient à travers ce que je présente de moi, qui est peut-être parfois mon personnage, en tout cas la complexité de la personne, et qui fait que dans les tissus relationnels au niveau de la société, eh bien, on se trouve parfois piégé, et c'est peut-être là que se trouve précisément ce à quoi est confronté le psy, c'est-à-dire les dérapages de l'inconscient, et qui se nomme la folie. Tout à fait. C'est là où on voit effectivement, encore une fois, la primauté de l'autre, dans le sens, effectivement, la perception de l'autre par le sujet. Et dans notre plus
récentes recherches au sein du CEPA, les syndromes de destinée. On est, après plusieurs années de recherche, bien sûr, assidue, on est arrivé à la conclusion que le plus souvent, ces syndromes trouvent leur source dans l'absence de métaphorisation des affects ambivalents entre la mère et l'enfant. Cette métaphorisation doit d'abord être donnée par l'autre, par la mère, avant de pouvoir être repris à son compte par l'enfant. Ultérieurement, on voit que dans certaines sociétés très fraternelles, en Afrique du Nord, en Europe de l'Est, peu importe, en Espagne peut-être, des sujets pré-psychotiques, donc où l'autre fait vraiment défaut, le grand autre, arrive quand même à une certaine inscription dans l'ordre symbolique par la fraternité, par le rapport empathique avec le semblable, ce que Lacan appelait l'objet petit a, et qu'il a attribué au registre purement imaginaire. Alors soit c'est imaginaire, mais ça permet quand même de faire la courte échelle au sujet en souffrance, d'accéder à un lien symbolique à l'autre. Bon, alors c'est intéressant parce que cet autre que moi, qui est aussi sujet, finalement, le premier que je rencontre de cet autre, c'est celui avec qui je fusionne le plus fortement, c'est la mère. Voilà. Et c'est à partir de là que je peux devenir sujet, précisément. Et c'est le détachement qui permet cette construction. Alors, je vais faire un petit écart, un petit détour par un psychiatre, un psychanalyste qui s'appelle François Tosquet. J'en ai déjà parlé l'an dernier. Et c'est quelqu'un qui avait découvert en quelque sorte la pédagogie institutionnelle déjà pendant la guerre d'Espagne, pendant la retirade, puisqu'il était sur le front de l'Èbre, et qu'il était jeune à cette époque-là, donc évidemment, et après il s'est retrouvé dans un camp, dans le Gers, je crois, et ensuite on lui a proposé de travailler à Saint-Alban, en Lozère, où précisément il y avait un centre d'éducation, de traitement de l'aliénation mentale. Et donc, ce qui a été réalisé à Saint-Alban est absolument remarquable, puisqu'il s'agissait non plus d'enfermer, d'aliéner le fou, mais de lui ouvrir les portes et de lui faire se révéler dans le fonctionnement du centre lui-même. Et donc, c'est là que se découvre toute une thérapie particulière, essentiellement à partir du langage, mais aussi à partir de la création, du faire, de se comporter et de participer, de participer au quotidien dans cet univers. Donc ça, c'est effectivement un peu quelque chose de nouveau à ce moment-là. On sait que c'est aussi dans cet endroit qu'il y a eu pas mal de résistants qui sont passés, et notamment le poète Paul Éluard. Voilà. Et alors l'idée de Tosquet, de François Tosquet, c'est que l'inconscient, il est en fait, il y a une fonction du langage. Et tout le monde, une fonction du langage qui est première, mais en plus de cela, il y a la fonction poétique du langage. Et cette fonction poétique du langage, c'est ce qui fait qu'on peut rapprocher le discours du poète de celui du fou. Alors, je préfère lire ce qu'il écrit lui-même. Il dit ne considérons pas les poètes comme des fous, mais plutôt les fous comme des poètes qui n'ont pas su faire de leur vie le poème indispensable pour résoudre le nœud archaïque de leur tourment. Voilà. Bon, moi, c'est vrai qu'il y a une certaine complexité à pénétrer là-dedans, mais si j'essaie de l'interpréter à ma façon, je vais dire que le discours caché, le discours en fait
qui va émerger ensuite au cours d'une psychanalyse, par exemple, qui va émerger sous la forme des rêves, sous la forme de certains fantasmes, etc. Et donc qui va se révéler et que le psychanalyste devra interpréter. Ce discours-là, il est à l'état disjoint, disjoint dans notre cerveau. Et il s'agit en fait, alors pourquoi est-ce qu'il est plus puissant que ce qui permet la relation avec les autres? Eh bien, ça, c'est peut-être l'énigme de ce qu'il vient d'expliquer à partir de la relation à la mère, la relation ensuite au père, etc. Donc, peut-être on va pouvoir approfondir là-dessus. Mais en tout cas, sur cette fonction poétique du langage, il ne faut pas s'étonner que parfois la poésie soit difficile à lire et à comprendre, à interpréter, parce que justement, on y retrouve ces éléments de sens cachés, de sens refoulés souvent, et que à ce moment-là, le rapprochement entre les deux, entre le discours du malade, disons, qui va émerger dans la cure psychanalytique ou dans d'autres relations, et en même temps le discours du poète. Tu veux rajouter un mot sur ce lien, justement, sur la fonction politique? Oui, effectivement, c'est propre au langage aussi. C'est-à-dire de pouvoir juxtaposer des champs sémantiques théoriquement incompatibles et de provoquer du nouveau, un sens inédit. Donc, de produire des effets inconscients qu'on n'aurait pas pu provoquer autrement que par, justement, cette juxtaposition d'éléments totalement distincts. Alors, je vais passer à un autre point, celui que j'ai intitulé « Le paradigme amoureux ou l'illusion de la fusion en l'autre ». Dans un premier temps, j'étais amené à me dire, tiens, pourquoi pas parler de la passion, grandeur et misère de la passion. Et ça m'a amené à essayer de voir comment les philosophes ont toujours été bien encombrés par ce terme, parce qu'ils ramènent à l'instinct animal, l'homme, ce qu'il y a d'humain, ce qu'il y a d'animal en l'homme, voilà, etc. Donc, ce qui est passionnel, c'est ce qui est négatif. Souvent, on le ressent comme ça. Pas du tout, elle me dit. Bon. Ah oui, bien sûr. Bon, enfin, on va rester dans le cadre de quelque chose d'un peu général, mais tu as bien raison. Donc, voilà. Disons que, quand même, cet aspect, aussi bien chez Descartes que chez Pascal, par exemple, vous trouvez cette façon-là, mais la passion, c'est peut-être quelque chose qui nous renvoie à la terre, qui nous renvoie à notre côté animal, alors que, évidemment, la raison, c'est ce qui va permettre de se prononcer en tant qu'être humain. Voilà, donc il y a une sorte de misère de la passion, qui fait, grandeur et misère de la passion, je dis, qui fait que, on est bloqué par nos pulsions parfois, parce que, justement, on peut... Si on veut réaliser quelque chose en toute transparence et en étant reçu par les autres, il faut qu'on soit un certain personnage, il faut qu'on soit une certaine représentation de soi, qu'on ait une certaine représentation de soi, et justement ce côté passionnel risque de le ternir. Et puis il y a quand même un côté aussi extraordinaire de la passion, c'est justement que c'est lui qui nous pousse à réaliser des choses merveilleuses. Donc la passion, alors j'ai un souvenir, lorsque j'étais élève, je devais avoir 14 ou 15 ans, élève de 3e, j'avais fait un devoir, une rédaction, et je l'ai encore dans la tronche, ce truc-là. J'avais écrit une phrase du genre celui qui n'a pas de passion, ça n'a pas de sens. La vie de quelqu'un qui n'a pas de passion n'a pas de sens. Voilà. Et évidemment, je m'étais fait carrément corrigé en rouge, et je m'en souviens encore. Donc c'est que vraiment c'était une baffe. Et pourtant, peut-être je prends ma revanche aujourd'hui, je
pense que c'est quand même assez vrai aussi, cette histoire-là. Je pense que les moments de mon existence où j'ai peut-être été le plus dans une forme de réalisation de moi, d'exaltation, c'est précisément les moments où j'ai laissé surgir cette passion et je lui ai donné du sens. Hein, voilà. Bon, ceci dit, il faudrait aller plus loin justement dans ce qu'est la recherche du désir, la signification de nos pulsions, pour comprendre ce phénomène-là. En tout cas, cette sorte de réflexion sur la passion, qu'on pourrait évidemment prolonger bien plus, elle nous permet de montrer comment les choses sont parfois très contradictoires, et suivant la lecture qu'on a fait, vous savez, Ésope disait, la langue c'est la pire et la meilleure des choses. La passion c'est un peu pareil, quoi, hein. La passion c'est ce qui nous entraîne à faire des conneries, à un crime, jusqu'à un crime, et puis c'est ce qui nous entraîne à des moments magnifiques. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Hein. Et ensuite, je vais peut-être un petit mot rajouter là-dessus. Petit mot, comme tu dis. Voilà. Oui, effectivement, hein, la passion, c'est la même étymologie que pâtir. Et dans la passion, on est malheureusement souvent en position d'objet. Hein. Même si ça peut apporter des moments délicieux, on est plus dans la position de celui qui subit. Donc, quand je dis objet, c'est syntaxique, hein, c'est complément d'objet. Le chasseur tue le lion, donc on est en posture du lion, donc peu enviable. Ouais, vas-y. Tu veux le micro ou pas? Je sais pas. Non, c'était juste pour réhabiliter certains philosophes. Et ce que tu as dit sur ta... Je te file ça. Vas-y, développe. Ce que tu as dit sur ta rédaction, en fait, je pense que tu étais rousseauiste sans le savoir à 14 ans, parce que Rousseau avait dit mieux vaut se perdre dans la passion que perdre sa passion. Et donc, à la fin du XVIIIe et puis après au XIXe siècle, il y a une réhabilitation de la passion chez les écrivains et chez les philosophes. Bon, Rousseau, il est les deux, donc c'est bien. Et par exemple, alors le grand exemple, c'est Hegel, qui disait que rien de grand ne s'est jamais accompli dans le monde sans passion. Et justement, à propos de ce que vous disiez, il réhabilite la notion de passion en montrant que, justement, ça n'est pas seulement... Bon, ça peut être quelque chose de passif, hein, où on devient un objet, mais c'est aussi ce qui entraîne l'individu à accomplir quelque chose, à se dépasser. Alors évidemment, Hegel, lui, il était fasciné par Napoléon. Hein, il avait vu Napoléon défiler comme ça avec ses troupes à Iéna. Et pour lui, c'était l'incarnation justement de la passion qui renversait le vieux monde. Mais c'est vrai qu'il y a un basculement qui se fait au XVIIIe, enfin dans la deuxième moitié du XVIIIe, avec Rousseau, avec Voltaire aussi, qui a dit quelque chose comme la passion, c'est le vent qui pousse les voiles de la vie, enfin quelque chose comme ça. Je pense qu'avec Nietzsche aussi, on va trouver... Voilà, alors Nietzsche, c'est plus tard, hein, Nietzsche, c'est la deuxième moitié du XIXe, mais il y a quelque chose qui se passe. Et puis, et donc c'est vrai qu'il y a cette ambivalence de la passion, passion subie ou passion active, hein, passion où l'on se révèle, où on agit. Voilà, donc c'est juste pour apporter ce petit complément. Très bien, merci. Ah ouais, effectivement, justement, le pathos et le pâtir, ils sont là aussi, comme il l'a rappelé, pour montrer combien finalement on est pris dans des tenailles qui sont plus fortes que notre volonté, hein, et qui sont justement de l'ordre de la pulsion. Alors, ensuite, on va aborder ce thème. Je l'ai intitulé « L'absolu besoin d'aimer et d'être aimé ». Alors là, je vais lui filer la parole parce que quand même, je crois qu'on est en plein dans le problème majeur de la relation à l'autre, hein, d'un sujet à l'autre. Alors, d'un sujet à l'autre, je l'ai intitulé comme ça, et non pas d'un sujet à l'autre, parce que, à la fois, il ne s'agit pas d'avoir ce qui nous intéressait n'était pas de voir comment les gens pouvaient relationner entre eux de l'un à l'autre, mais en fait de montrer comment, dans notre relation avec les autres, on a en priorité une relation avec son propre grand autre, c'est-à-dire son inconscient. Et nos pulsions sont justement à la base et
un peu le moteur de notre fonctionnement avec les autres. Et c'est pour ça que le problème de la folie est si important à mettre en regard avec cette conception-là, parce que justement, le fait... Qu'est-ce que nous cherchons finalement? Le fait de vouloir être aimé, c'est un absolu besoin. C'est comme ça que je le vois. Et même, je dirais que c'est un besoin absolu. Un besoin absolu dans la mesure, peut-être même un besoin d'absolu. D'absolu dans la mesure où ce que l'on recherche à travers un amour exalté, l'amour fou, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire, qui va au-delà de ce qu'on peut même imaginer. On peut être complètement déconnecté avec la réalité dans une expérience justement amoureuse très très forte. Et ce qui est en jeu là-dedans, c'est à la fois l'amour lui-même, ce besoin d'aimer, cette pulsion érotique, et en même temps le fait d'appartenir à l'autre, le fait de se donner et d'être dans la fusion. Donc cette fusion qu'on retrouve d'ailleurs, qu'on avait déjà découverte avec la relation à la mère, du bébé avec la relation à la mère, on va la découvrir dans la relation amoureuse. La relation amoureuse extrême, dans laquelle on s'oublie soi-même pour fusionner avec l'autre, va être un moment absolument extraordinaire, où je dirais que c'est le besoin d'absolu qui domine et qui est en fait la consécration du besoin d'aimer. Oui, effectivement, ça ouvre beaucoup de questions et on peut parler de ce besoin absolu d'amour, certes, mais il peut aussi traduire, disons, une stase du sujet, pardonnez-moi, une stagnation du sujet dans un espace archaïque qui n'a pas été symbolisé, où on ne lui a peut-être pas donné assez d'amour, ou un amour trop violent, ou ce que Lacan appelait l'énamoration, donc le vacillement entre la haine et l'amour, sans jamais bien le métaboliser et mettre des mots dessus, qui peut amener à une régression vers ce que j'appellerais le moi idéal avec Freud, qui est l'instance psychique issue du besoin de plaire à la mère. Et là, ça peut devenir, pour le psychologue, pardonne-moi, problématique, effectivement, si on est prêt à tout pour obtenir ce besoin, cet amour de l'autre, ça peut renvoyer à une faille très très ancienne, un déficit à la fois affectif et symbolique. Mais heureusement, l'artiste a des moyens de se débrouiller avec ça. L'artiste. Bon, ouais, moi je ne suis pas encore à vouloir parler de l'artiste. Je voudrais simplement revenir un peu quand même là-dessus sur ce besoin d'aimer et sur. Alors j'ai parlé de l'amour fou comme un absolu du besoin d'aimer. Il y a d'autres situations qui sont à noter aussi. Par exemple, la jalousie. La jalousie, effectivement, c'est un besoin de posséder l'autre, de l'aimer, mais en le possédant. Et en fait, qu'est-ce qu'on aime dans l'autre quand on le possède, sinon soi-même? Je crois qu'on va retrouver certainement des structures de narcissisme là-dedans, mais en tout cas, la jalousie, on peut le dire, ça peut rendre fou, ça peut rendre quelqu'un criminel, quoi. Ça peut amener à des actes absolument inconséquents par rapport à la demande, à ce besoin d'aimer qui est là à l'origine. Donc, besoin d'aimer pour arriver à la haine, pour arriver à cette folie qui est la destruction de l'autre, alors que ce qui était recherché, c'est la fusion de l'autre, dans soi-même. Vouloir attirer l'autre en soi. C'est un peu ça, moi, je sais que j'ai été jaloux, je sais que c'est terrible à vivre, et je pense que c'est encore plus terrible à vivre pour celui qui en est l'objet aussi de cette jalousie. Voilà. Autre élément que je voulais noter aussi, alors le donjuanisme a fait pas mal de couler d'encre, puisque c'est cette attitude qui consiste
à changer chaque fois de partenaire pour renouveler le besoin, le désir, hein, pour satisfaire son désir et de ne pas le trouver, précisément, de ne pas le rencontrer au bout de cette recherche. Donc là, je pense qu'il y a encore peut-être une indication que pourrait nous apporter le psy, en ce sens que si cette recherche qui s'épuise, plutôt qui n'arrive pas à trouver sa satisfaction, c'est peut-être parce qu'à l'origine, il y a un manque par rapport à un relationnel très profond, qui est celle du sujet par rapport à l'autre, à son grand autre. Oui, juste une petite chose par rapport à Don Juan, parce qu'en psychologie, on s'aperçoit souvent que c'est un symptôme qui est censé nous prémunir contre le syndrome de Don Quichotte, donc le romantisme, qui serait une tendance proprement suicidaire, du moins sur le plan psychique. Et certains hommes, surtout, qui se... pour la femme, c'est un peu plus compliqué l'histoire, mais pour l'homme qui se sert de ce comportement-là, de Don Juan, il ne s'agit pas tellement, en règle générale, de la quête d'un véritable désir, mais surtout d'éviter le désir d'absolu, qui pour lui serait un risque mortel. Donc, en passant d'une femme à l'autre, il évite justement ce risque-là. Pardonne-moi pour cette parenthèse. Pourquoi ça serait mortel? Donc ça, c'est pas général. Hein. Ça, c'est effectivement, il y a certains individus qui sont prédisposés à ce type d'absolu, c'est-à-dire de placer, comme le dirait Kundera, Milan Kundera, leur désir au-dessus de la vie, sur leur échelle de valeur. Et donc, lorsqu'ils rencontrent l'objet de leur désir, et que ça se passe mal, eh bien, c'est le suicide. Et je soupçonne que Jacques Lacan faisait partie de ceux-là, parce qu'il a soigneusement évité. Il faut rester désirant. La personne va rester désirante. C'est l'hypothèse de Jo, et qui est juste aussi. Ça concerne beaucoup de personnes. Oui. Et si on veut rester désirant, on va vers quelque chose de mortel. Si on reste désirant, sans arrêt désirant, on est compte dans une relation avec une femme. Alors, oui, le terme de désir, effectivement, prête beaucoup à confusion, donc moi je l'utilise comme un terme technique en psychanalyse. Le désir est issu du manque, hein, c'est-à-dire de la perte de la mère, finalement. Hein. Et donc, c'est la seule chose que nous ayons. On peut tout perdre, sa maison, sa voiture, tout, sauf son désir. C'est ce qui nous constitue comme sujet, hein, et ce qui nous relie à l'autre aussi. Mais pardonnez-moi juste pour rectifier ça, parce que c'est assez délicat. Jo a raison. Pour beaucoup de sujets, il s'agit d'entretenir leur désir. Donc là, effectivement, c'est aussi une façon de l'entretenir. Le même symptôme peut avoir différentes fonctions. Et pour d'autres, ce dont je viens de parler, il peut au contraire servir à ne pas s'approcher de ce désir-là, qui serait mortifère. D'accord ? Pour les uns, au contraire, il n'y a pas assez de désir, donc il faut l'entretenir. Pour les autres, c'est trop violent. Le symptôme étant le même, hein, mais les causes totalement différentes. Est-ce que finalement, ce genre de comportement ne serait pas une façon peut-être d'éviter les maladies d'amour, c'est-à-dire tomber dans des maladies qu'on caractérise par, qu'on appelle la folie, comme psychose, névrose, perversion, qui sont justement des comportements dans lesquels on va être piégé à ce moment-là. Alors le don-juanisme, peut-être il évite cela. Tout à fait. C'est ça ? Tout à fait. Alors, oui. Pourquoi alors les maladies d'amour, si tu peux nous parler
psychose, peut-être les différences. De mon point de vue, toutes les affections psychiques sont des maladies d'amour. Hein. Toutes, sans exception. Bon, les psychoses, oui, sont les plus graves. C'est là où il y a quelque chose qui n'est pas advenu dans le premier stade, hein, avec la mère déjà, ni avec le père, les séances de rattrapage avec les frères non plus. Donc, effectivement, hein, c'est ça qui nous préserve contre l'angoisse. L'angoisse étant l'expression de l'affect, du premier affect pur qui traduit notre rencontre avec nos propres pulsions. Donc, le bébé, quand il vient au monde, c'est une boule d'angoisse. Et la mère, en le berçant, en le tenant, elle absorbe ces angoisses. Hein. Surtout si en plus elle met quelques mots sur le ressenti de son enfant. Hein. Et plus tard, bien sûr, dans la névrose également, hein, quand dans l'Oedipe ça se passe mal, quand il y a une rivalité entre la fille et la mère, ou le fils et le père, etc. Encore des maladies d'amour, hein, toujours. Bien, on va passer sur un troisième point, là, qui est, j'appelais ça la figure de l'autre comme source d'aliénation. Donc, cette aliénation, ce concept, on le rencontre à plusieurs niveaux de notre culture, quoi, plusieurs centres d'intérêt. Et finalement, si on veut partir d'une définition générale, on va dire que la première façon d'être aliéné, c'est de s'aliéner soi-même, c'est de se lâcher, d'abandonner sa caractéristique précisément de sujet pour être la chose de l'autre. Chosification, c'est-à-dire je deviens un objet pour l'autre. Et finalement, je m'efface en tant que sujet. S'aliéner, c'est donc abandonner sa condition de sujet pour devenir, et alors c'est là que c'est intéressant, c'est que je deviens la chose de l'autre. C'est intéressant pour l'autre, et c'est aussi parfois intéressant pour moi, parce qu'au moins on peut se reposer sur cette sorte d'abandon de soi. Parce que être sujet, se construire une personnalité, être un moi, c'est aussi un effort, c'est quelque chose qui est sans arrêt un arrachement à cette sorte de pathos dont il parlait tout à l'heure, et donc il s'agit toujours d'aller au-delà de ce qu'on a déjà construit. Et cet au-delà de ce qu'on a déjà construit, on va le trouver dans la difficulté de la relation avec les autres et leur grand autre, hein, comme il disait. Et puis, en même temps, finalement, ça pose en fond le problème essentiel de la liberté. C'est-à-dire que si je m'aliène et que c'est confortable, il y a une chose que j'oublie, c'est que je ne suis plus moi-même. Hein, et je ne suis plus le sujet de cette action. Donc voilà, l'aliénation. Donc, on peut la voir à travers, point de vue sociologique, point de vue marxiste, par exemple, hein, l'aliénation dans le travail. On le connaît déjà à partir de Hegel, puisque dans la dialectique du maître et de l'esclave, l'esclave abandonne sa force de travail, toute son existence, en fait, au maître, mais comme c'est lui qui travaille, hein, la dialectique, c'est justement ceci, comme c'est lui qui fait le travail, eh bien, c'est par ce mouvement-là qu'il se libère de sa servitude et qu'il devient le maître du maître. Bon. Chez Marx, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il dit, enfin, pas plus compliqué, mais il dit, ça c'est idéal, et en réalité, pour que l'ouvrier se libère, eh ben, il ne suffit pas qu'il travaille. Hein, parce qu'on peut continuer à travailler toute sa vie dans une totale aliénation, dans une totale dépendance du patron. Donc il s'agit c'est par la lutte des classes, c'est par la révolte, c'est par la praxis révolutionnaire qu'on peut se désaliéner justement de la condition d'ouvrier. Et bon, aliénation, donc voilà le terme. On comprend très bien qu'il s'agit de s'abandonner en tant que moi, en tant que sujet, et que ce que je donne de moi, en me rendant objet, eh bien, ça devient
une baudruche, ça devient quelque chose de creux, quelque chose qui est en manque. Alors, peut-être je vais laisser la parole à Fred pour nous parler de l'aliénation mentale. Alors, hein, c'est-à-dire en quoi celui qui est aliéné, autrefois on disait, ils sont dans une asile d'aliénés, hein, c'était ça. Qu'est-ce que c'est qui caractérise justement le fait d'être aliéné mental? Je préfère le laisser parler. Oui, effectivement, le concept d'aliénation a plusieurs significations en psychologie. Tout d'abord, une signification structurante, c'est-à-dire la condition d'accession à une position de sujet, donc de bonne santé mentale, si vous voulez, c'est d'abord de s'aliéner dans l'image de l'autre, c'est-à-dire de se confondre avec la mère, ce que Lacan appelait le stade du miroir. Donc, première condition, c'est déjà une aliénation. Deuxième, c'est de s'aliéner dans le langage, dans le symbolique, pour pouvoir accepter le manque. On nous donne un mot, la belle affaire. Mais, comme disait Lacan, là où je pense, je ne suis pas. Donc, effectivement, on s'aliène dans le langage. Deuxième condition, pour accéder à une relative bonne santé mentale. Et ensuite, il y a une autre acception du mot, c'est effectivement l'aliénation. C'est lorsqu'on n'a pas ces deux premières aliénations structurantes. Aliénation, quand on se trouve, alors, de mon point de vue, en place d'objets. Car les structures psychotiques, perverses, névrotiques, c'est toujours intéressant comme diagnostic, mais ça ne nous avance pas pour soigner un patient. C'est quand on considère l'axe du sujet vers l'objet qu'on peut amener un patient à la guérison, ou en tout cas à un mieux-être, à réduire ses symptômes. C'est un niveau plus profond que les structures, que je considère déjà comme défensives. Et l'aliénation, dans ce sens-là, ça serait vraiment la position de l'objet, où on a directement affaire à son vécu pulsionnel, sous forme d'hallucination, de délire, etc. Donc, corrélativement, bien sûr, une aliénation sociétale, puisqu'on se retrouve relégué à l'hôpital psychiatrique et exclu, mal considéré par la société, etc. Alors là, ça nous permet de passer peut-être à ce nouveau point, l'aliénation mentale et le rapport avec la société comme fabrique de la folie. Alors, j'appelle fabrique de la folie ce qui fait que celui qui ne peut pas s'adapter, s'intégrer à ce qui lui est proposé sur le plan social, il peut se révolter, il peut péter les plombs, comme on dit. Donc, on est dans le cas de figure de l'aliénation mentale, peut-être. Et, par exemple, Artaud disait se suicider de la société. Se suicider de la société. Je crois qu'on ne peut pas isoler le cas du malade mental du contexte social. Voilà. Alors, est-ce que toi, par exemple, qui as affaire à pas mal de gens qui sont atteints d'addiction, tu rencontres ce phénomène, est-ce que le terme de fabrique de la folie te convient ou est-ce qu'il n'est pas trop fort? Oui, là encore, oui. Il est vrai dans une certaine mesure. Effectivement, j'avais fait une enquête il y a quelques années sur la considération dont bénéficiaient entre guillemets, les sujets scotchés. Alors, c'est des gens qui souffrent de troubles chroniques consécutifs à l'usage d'hallucinogènes, pardonnez-moi. Scotché, c'est plus court. Voilà, donc, qui ont pris du LSD, la mescaline ou la psilocybine, les trois grandes classes d'hallucinogènes, et qui ne sont pas redescendus de leur voyage. D'accord. Donc, il y a toute une catégorie de gens
notamment dans le département de l'Hérault, où ils ont créé 16 communautés, c'est quand même pas rien, et totalement exclus et mal vus par la société. Donc au bout d'un moment, ils ont vraiment quitté la ville, mais aussi au sens de la cité, la civilisation, pour se retrouver seuls dans des granges, enfin, pas tout à fait seuls, parce que ça leur est insupportable. Et là, oui, on peut dire quand même le regard de l'autre a augmenté leur souffrance, voire peut-être leur pathologie. Ça, c'est à voir au cas par cas. D'accord. On peut peut-être, du coup, essayer de pénétrer ce nouveau volet, puisque l'an dernier, on n'a pas du tout abordé, c'est celui de la morale. C'est-à-dire, comment... alors, moi, je pars de l'idée qu'il y a une sorte de complicité entre la morale et le pouvoir, et comment l'idéologie peut se trouver au fondement d'une morale qui est celle de la morale des autres. Voilà. Alors, finalement, la morale qu'on nous apprend, puis on veut nous l'apprendre à l'école, on veut nous l'apprendre au catéchisme, on veut nous l'apprendre dans tous les registres de la société, c'est celle aussi de la famille. Il s'agit de respecter les autres, bien sûr, mais au-delà de ça, le comportement qu'on attend de nous, c'est quand même quelque chose qui reste dans le conditionnement, dans l'asservissement, et qui empêche peut-être de libérer complètement ces pulsions. Donc, est-ce que là, je pense que la religion en particulier a pendant très longtemps assumé ce rôle de gardien de l'ordre moral et aussi de l'ordre social. Voilà. Donc cette collusion du sabre et du goupillon, je crois qu'elle est presque... il est presque impossible de le supprimer, sinon peut-être dans des périodes révolutionnaires, justement. Mais voilà, est-ce que précisément chez les gens que tu rencontres comme ça, ces blessés de la société, le fondement moral se trouve en cause ou pas? Oui, alors effectivement, tu l'as très bien décrit, ce phénomène. Mon hypothèse, c'est que on assiste aujourd'hui à une sorte de tripartition des classes, les puissants, les consommateurs et les exclus, et qui sont en très grand nombre et dont personne ne se soucie. Tout se passe comme si les puissants tenaient effectivement, d'une façon un peu perverse quand même, à se servir de certaines propriétés du surmoi pour asservir le névrosé normal que la plupart d'entre nous sommes. Parce que d'ordinaire, on n'a pas envie de dominer son semblable. C'est quand même réservé à ce qu'on appelle une petite élite de vivre de cette façon-là, et la plupart d'entre nous se font avoir. Avoir, prenons un complément d'objet d'ailleurs, soit dit comme ça. Oui, la morale, là-dedans, oui, c'est très important. On voit d'ailleurs à quel point, dans les débats télévisés, etc., les tenants que certains qui ont eu affaire à ces gens-là appellent le sérail, il faut l'avoir vu pour croire à son existence. D'ailleurs, quand on voit comment il s'insurge contre certaines postures qui paraissent tout à fait admissibles, mais qui pourraient mettre en danger justement ce système de domination, là on comprend ce que veut dire Joe par là. Oui, la morale, c'est un instrument, bien sûr, de domination dans ces cas-là. Bon, je voulais simplement rappeler que
si nous sommes dans cette sorte d'aliénation et d'acceptation de la morale des autres, comme disait Léo Ferré, c'est aussi parce qu'il y a une grande tendance chez l'individu à se soumettre, à être dans la servitude volontaire, comme disait la Boétie, et donc à accepter d'être porté par les autres. Or, précisément, je pense que si on veut penser le sujet social autrement, il s'agit de montrer comment il y a tout ce chaos, hein, ce labyrinthe dans lequel il faut se glisser pour vivre en société, et que l'attitude responsable, l'attitude d'être humain libre, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas ce qu'on rencontre au premier. Ça suppose un effort, ça suppose une révolte, ça suppose une lutte. Hein, c'est Camus qui disait que finalement on ne peut parvenir à s'édifier soi-même, se construire soi-même que par la révolte. Donc il y a aussi les révoltes, les révolutions, les révoltes des masses, des foules, et c'est lorsque l'aliénation n'est plus supportable ou le conditionnement n'est plus supportable qu'il peut y avoir les grandes révoltes comme la Bastille, la Révolution française. Donc c'est la canaille à ce moment-là qui s'en mêle, hein, et on se retrouve avec une explosion de ce qu'est le conditionnement social, à la fois moral et institutionnel, en tout cas social. Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai sûrement donné l'impression d'être un peu pessimiste par rapport à notre société. En réalité, le présent, là, les élections, le débat autour de ça me rend beaucoup plus optimiste. Je trouve que ça forge du lien social. Je ne suis pas très compétent sur le fond, mais je vois tout à fait la communication que ça suscite chez les uns et les autres, et ça c'est assez inédit. Donc pour la première fois, j'avoue, de ma vie, je crois, je m'intéresse à une élection pour cette raison-là. Et là, il y a du mouvement dans le bon sens, une révolution peut-être nouvelle, d'une nouvelle forme, non violente, très certainement, parce que la France a vu de toutes les couleurs et elle est mûre pour ce type de révolution, mais c'est une opinion très personnelle. D'accord, c'est intéressant, effectivement, on est juste à la veille d'un premier scrutin, donc après tout ce qui s'est passé, tout ce qui est du point de vue de la moralité inacceptable, c'est sûr que on peut se poser un certain nombre de questions. Et comment se fait-il qu'il soit encore question de pouvoir voter pour des gens qui sont dans cette situation, qui ne font pas qui ne nient pas d'ailleurs leurs exactions morales, mais qui continuent à faire de la morale encore. Alors, c'est là effectivement qu'on se trouve devant un cas de figure absolument étonnant. Autre chose qui me semble intéressant, c'est je pensais à l'humanitaire, par exemple, hein, puisque l'humain, l'humanité, tout ça, ce sont des approches qu'on peut avoir en tant qu'individu, et certains ont fait le choix de se porter au secours des autres. Hein, on peut parler d'ailleurs de l'abbé Pierre, par exemple, des gens qui, à un moment donné, au niveau de la révolte, ont besoin, Coluche, hein, de construire une autre façon de relationner avec les gens. C'est ce que j'appelle une nouvelle éthique, ce que j'appelle une éthique fondée sur la générosité, et qui, à ce moment-là, fait fi précisément du conditionnement moral, des règles, etc. On bafoue les règles, on les refuse, et on en crée de nouvelles, on se fonde sur une autre conception de la relation aux autres. Alors, j'ai essayé d'approfondir ce point-là d'une certaine manière et de montrer que dans cette sorte d'action, il y a une sorte d'amalgame qui se fait, et peut-être quelque chose d'ambigu d'ailleurs, entre un sentiment amoureux et une
une valeur éthique, hein, c'est-à-dire un sentiment moral, quoi. Enfin, ben, je pense qu'on ne peut pas parler de sentiment moral à proprement parler, hein, même si Rousseau, puisque Françoise me rappelait à Rousseau tout à l'heure, disait conscience, conscience, instinct divin, hein, on peut l'entendre comme justement quelque chose qui soit inné en nous, et qu'on ait la pulsion, une sorte de pulsion morale. Il me semble que c'est très difficile à soutenir que toute morale est acquise par l'éducation et au contraire par l'apprentissage de la vie avec les autres. Par contre, comment expliquer justement que malgré ces désillusions-là, malgré ce parcours de la vie sociale dans lequel on se trouve bafoué, dans lequel on se trouve déçu, hein, ou alors on atteint un certain cynisme et on suit le lot des autres, mais comment comprendre que, alors que il y a des exactions qui sont commises, des attitudes de crime, hein, puisqu'il suffirait parfois d'apporter une certaine aide à des populations qui sont en train de crever et on les laisse crever. Et pourtant, il y a des gens qui se lèvent, hein, on pourrait dire des justes, et qui vont au secours, qui vont porter justement au secours. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit un sentiment, une conscience morale, c'est tout simplement un travail sur soi-même, une manière de se dire, bon, ben, je suis moi-même une personne, un sujet, mais l'autre aussi. Et cette capacité à se mettre à la place des autres, c'est peut-être ce qui permet précisément d'aller à contre-morale pour une morale plus riche, plus vraie, plus sereine, plus authentique. Tout à fait. Oui, effectivement, on voit que les ONG ont souvent la vie très difficile, bon, sauf quelques-unes qui savent très bien comment s'intégrer dans le monde des puissants, hein, ça existe aussi. Quelques ONG qui n'ont absolument aucun problème, quel qu'il soit. Celles qui ont affaire à la marginalité, comme SOS Psy, pour lesquelles je travaille par exemple, connaissent énormément de résistance, justement. Les marginaux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, hein, parce que c'est le symptôme de notre société, justement. Hein, c'est tout c'est le déchet. Et moi et quelques confrères, on a été littéralement, gentiment, bien sûr, de façon élégante, etc., mis à l'écart des universités en raison du thème de nos recherches. La marginalité n'a pas de place dans ces lieux-là. Donc, bon, c'est pas grave, on travaille ailleurs, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais quand même, c'est intéressant aussi de voir que même Olivier Douville, par exemple, qui s'est intéressé à la clinique des marges, il a pu faire ça après 25 ans de titularisation, donc il ne pouvait plus être viré. Mais même là, il a encore connu de graves ennuis dans les milieux universitaires. Et il s'en est abstenu par la suite. Hein. Donc, oui, c'est assez déplorable, mais là, on voit, oui, il y a toujours à l'œuvre dans l'humanité la pulsion de vie que je me permets de rattacher à ton concept d'autritude et la pulsion de mort, hein, qui est notre pulsion de base quand on vient au monde. Hein, on n'a qu'une seule pulsion, et elle est très destructive. Hein. C'est ce qui est arrivé aux enfants loups qui n'ont pas connu le symbolique. Hein, l'être humain, il est en cela distinct de toutes les autres espèces. Et pardonnez-moi de passer du coq à l'âne, hein, mais il est né de façon prématurée et totalement à la merci de l'autre. Tu me parlais, à la lecture d'un de tes textes, j'ai découvert que l'un de tes malades, Gérard, avait
avait réussi à se sortir de sa névrose ou de sa psychose, peut-être. C'était un peu incertain. Et par, justement, d'abord, évidemment, par le travail du symbolique, mais aussi par ce sentiment éthique. Il y a une forme alors, qui va être antimorale, peut-être, mais qui va être un besoin de renouer avec les autres, justement. Oui, alors là c'est très intéressant parce que là il y a un glissement. Il a imaginé à quelque chose comme un droit au père. Et en fait, c'était le désir d'un droit au père. Tel droit n'existe malheureusement pas. Mais le désir, le droit au désir existe, en revanche. Donc, ce désir ne nuit à personne. Le désir, c'est ce qu'il y a de plus légitime. Quel que soit ce désir, d'ailleurs. C'est pas à confondre avec un caprice, un fantasme, ou le désir, c'est autre chose. C'est issu du manque. Et il avait ce désir donc d'avoir un père digne, entre guillemets, aimant, reconnaissant, et qui pose en même temps quelques limites, ce qui n'était absolument pas le cas de son papa. Et au cours de son travail, où il a vraiment métabolisé, exprimé encore et encore ce désir, il a retrouvé quand même dans ses souvenirs 2 ou 3 choses qui ont permis de reconstituer une figure paternelle viable, ce qui, dans son cas précis, pas du tout universel, a permis de faire barrage au désir de la mère. Parfois, c'est la mère elle-même qui le permet, puisqu'elle contient le père symbolique, par le langage. D'accord ? Les mères, les femmes de pêcheurs bretons, leurs fils et leurs filles ne sont pas tous psychotiques. Ils arrivent très bien à transmettre le père symbolique. Donc là, dans ce cas-là, par contre, la mère apparemment n'avait pas pu le transmettre, donc c'était plus le rôle du père, et Gérard, un pseudo bien sûr, a pu, au cours de sa cure, sa longue cure quand même, récupérer ce père, d'abord le père réel, qu'on appelle réel, c'est pas le père de la réalité, le père désirant, manquant, etc. Et ensuite le père symbolique, ce qui a permis la réduction de son symptôme. Oui, alors il a lancé le gros mot, quand il m'a balancé autritude. Oui. Je voulais vous demander, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus, développer un peu plus ce qu'est le symbolique, justement, et l'importance, parce que bon, vous en avez beaucoup parlé, vous avez fait beaucoup allusion, le père symbolique, etc. Et est-ce que vous pouvez développer un peu le symbolique et son importance, justement, dans la construction de l'enfant? Voilà. Oui, effectivement, c'est d'une importance primordiale. On peut dire que le symbolique, aujourd'hui, on dirait que le symbolique advient en même temps que l'imaginaire, plus forcément de façon successive. Donc il y a, c'est juste comme introduction à cette vaste question, comment faire court? Le symbolique, c'est ce qui nous permet de faire avec le manque, donc de faire un deuil, donc non seulement d'accepter la perte, ce qui serait une triste affaire si la psychanalyse ne consistait qu'à ça, mais aussi de mettre à la place un symbole. Le symbole vient du grec symbolon, qui fait lien. Voilà. Sa naissance chez le petit homme, on peut la situer au moment
où il émet son premier cri qui est issu d'un besoin biologique. La faim, ça le tenaille. Donc, le tout premier cri est d'origine purement biologique, mais la mère, en y répondant, lui donne rétroactivement un sens, celui de la demande. Et le deuxième cri sera donc déjà une intention. Donc c'est le deuxième cri qui sera le premier signifiant, proprement dit. Ce qui explique aussi un petit peu la différence entre le temps chronologique et le temps logique dans notre inconscient. Voilà. Alors, le symbolique, c'est l'un des trois registres, symbolique, imaginaire, réel. Les trois sont issus d'un découpage pratiquement simultané. C'est quelque chose que je suis amené à supposer aujourd'hui, au vu des longues analyses que je suis amené à mener. C'est-à-dire le réel n'est pas le même pour chacun d'entre nous. D'accord ? Une fois de plus, là, le réel, c'est plutôt le pulsionnel, mais son découpage résulte de celui de d'autres registres, imaginaire et symbolique. Et on a bien sûr, les trois sont organisés de façon borroméenne, disait Lacan. Bon, plus tard, il a corrigé un peu cette vision, mais en tout cas, ces trois sont simultanément à l'œuvre à chaque instant. Et chez le psychotique, c'est plus le réel qui sera à l'œuvre par l'hallucination. Ça, c'est du réel, c'est l'objet vocal, par exemple, l'objet idéo-verbal, ou scopique chez les gens qui prennent les drogues, c'est plus rare chez les psychotiques. Et l'imaginaire, bon, il est présent dans l'état de bonne santé mentale, dans les névroses, les perversions, les psychoses, mais dans les délires, par exemple, il est très présent, l'imaginaire. Mais le symbolique, idéalement, doit primer à la fin d'une bonne cure analytique, afin de permettre au sujet de redécouvrir sa place de sujet et donc son désir. Si je me permets, ce qui permet ce travail du symbolique, c'est le passage par le langage. Tout à fait. Tu peux développer ça ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, Lacan disait l'être humain, c'est un par-l'être. Donc, il est vraiment pris dans le langage. Et là, il y a quelque chose d'assez mystérieux. On ne connaît pas l'origine des langues. Tout se passe comme si elles étaient apparues d'un seul coup, car, on ne sait pas, il y a à peu près 100 000 ans, quelque chose comme ça, car on n'a jamais découvert de proto-langue, donc de langue intermédiaire entre une langue primitive. Il n'y a pas de langue primitive. Toutes les langues sont aussi compliquées, aussi complexes les unes que les autres. Et c'est ça qui nous permet de dire oui, c'est du symbolique, c'est-à-dire voilà, se mettre à la place de l'objet, faire accéder à l'acceptation de la perte. Voilà, bon, on va terminer peut-être avec ce... Alors, il m'a lancé ce gros mot, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, autritude. C'est un terme que j'avais employé déjà l'an dernier. En fait, c'est un terme qui m'avait échappé dans un poème, une fois, dans plusieurs poèmes même. Et depuis, je n'arrête pas de me poser la question, comment le définir, comment lui donner plus de force, de réalité aussi. Et bon, en réfléchissant à ce concept, donc, je suis arrivé un peu à cette conclusion de le définir comme, en dehors de la première définition qui est de dire c'est une autre façon
d'aller vers l'autre, hein, une autre attitude envers l'autre. J'essaie de faire la jonction dans ce concept entre ce qui est de l'ordre de la pulsion, ce qui est de l'ordre du désir, hein, de l'amour, et ce qui est de l'ordre de l'éthique, c'est-à-dire ressentir l'autre comme mon semblable. Ce qui suppose un raisonnement, en fait, ce qui suppose une pensée beaucoup plus consciente, et cette jonction entre cette pensée consciente de l'autre dans la société comme étant mon semblable, hein, qui se joint à une sorte de pulsion éthique, en fait, je le définirais comme ça, hein, dans laquelle, à la fois, je satisfais mon désir de rencontrer l'autre et je satisfais mon besoin de reconnaître dans l'autre l'idéal du moi que j'ai en moi-même. Je ne sais pas si tu peux continuer là-dessus, peut-être tu as quelques points. C'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré, car il m'évoque le terme toujours lacanien, pardonnez-moi, un génie incontournable, mais qui a évoqué déjà le littoral, donc la limite du symbolique face au réel. Mais là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'instaurer une nouvelle pensée, une nouvelle façon d'aborder la relation avec l'autre, et qui ne se cantonnerait pas à l'empathie, qui serait peut-être le terme le plus proche, si on veut traduire ça, parce que j'ai longuement réfléchi à ça, tu me corrigeras, Jo. Mais oui, c'est une démarche, selon moi, volontariste, mais qui pourra avoir des effets sur l'inconscient, à condition qu'on tienne bon. Et, voilà, alors, pour conclure, je vais le faire sous forme de question, en quelque sorte, puisque je pense qu'il serait intéressant de travailler sur cette analogie, d'une part, le rapport entre l'inconscient en œuvre dans la folie et le discours poétique comme fonction du langage, hein, qui est à l'intérieur aussi de notre inconscient. Donc ce rapport, le poète et le fou, hein, puisque tout à l'heure je parlais de Tosquay, et en analogique, l'éthique et le plaisir. Par exemple, les gens qui vont faire des missions pour aider dans les ONG, etc., dans l'humanitaire, ils se font peut-être piéger par une structure qui est parfois, qui se révèle comme étant fausse, hypocrite, mais eux, avec leur propre, ce qui les amène à agir pour aider les autres, il y a ce besoin d'aider qui est un sentiment qui est de l'ordre de l'éthique, et en même temps il y a le fait qu'on aime les autres parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils sont autres justement. Et cette jonction qui me paraît aussi un peu comme un analogon avec ce que j'ai appelé poésie et folie. Autrement dit, des choses qui sont apparemment en opposition, ou en tout cas différentes, peuvent se rejoindre, faire une sorte de mixte comme ça. Et moi, j'admire cette capacité d'aller vers les autres parce qu'ils sont autres, précisément, parce qu'ils sont l'étranger, et qu'il y a une sorte d'exotisme à aller vers l'autre en le reconnaissant comme sujet, le même que moi. Voilà. Je vous remercie.